Par une soirée d'hiver dans une banlieue aux abords de Colorado Springs, le ciel pesait bas depuis le milieu de l'après-midi, gris et lourd, ce gris qui annonçait la neige et tenait parole. À 19 heures, les rues étaient vides et le monde s'était réduit au rayon d'une lampe de Porsche. Dans 30 ans, Ethan Cartier ne se souviendrait pas de ce qu'il faisait dans les minutes précédant l'événement. Il n'aurait aucun souvenir de la vaisselle, des pas de Lily, ni de la qualité particulière du silence dans cette maison ce soir-là. Mais il se rappellerait avec une précision jamais ternie le bruit du coup frappé à la porte. Dans la petite maison de la rue du Ruisseau, Ethan Cartier lavait la vaisselle. La fenêtre au-dessus de l'évier était embuée sur les bords et le jardin arrière s'effaçait lentement en blanc. Il entendait Lily à l'étage, ses pas, le choc d'un jouet, une chanson qu'elle avait inventée et qu'elle se chantait par bribes depuis 3 jours. La mélodie n'avait aucune forme précise. Il en était venu à la trouver rassurante. Il s'essuya les mains sur le torchon et resta un instant dans le silence entre ses pas. À 7 ans, elle traversait encore la maison comme une tempête, imprévisible, partout à la fois, puis soudain très calme. Il avait construit cette vie avec soin. Pas vite, pas avec un optimisme particulier, mais avec soin. Comme on construit quelque chose que l'on sait devoir tenir. Le garage se trouvait 6 rues à l'est. Il ouvrait à 7 heures, fermait à 17h30 et passait les heures intermédiaires à faire ce qu'il savait faire, écouter les moteurs, lire ce qu'il disait, réparer ce qu'il pouvait. La plupart de ses clients venaient chez lui depuis des années. Il lui faisait confiance sans trop savoir pourquoi, ce qui convenait parfaitement à Ethan. Il n'avait pas toujours été mécanicien. Il y avait eu d'autres années, d'autres villes, une autre version de lui-même, celle qui travaillait dans des salles de serveurs et des bureaux impeccables, qui parlait un langage d'exploit et de contre-mesure que les gens du garage n'auraient pas reconnu comme un langage. Mais tout cela était enfoui sous le poids ordinaire des mardis, mercredis et jeudis, sous l'odeur d'huile moteur et du shampoing à la fraise de Lily, et sous le calme particulier qui s'était installé sur tout après la mort de Marie. Il gardait une petite photo de Marie sur le rebord de la fenêtre au-dessus de l'évier. Pas celle du mariage, mais une prise sur un parking de supermarché l'été avant la naissance de Lily. Elle riait à quelque chose hors cadre. Il avait depuis longtemps cessé de se rappeler ce qui l'avait fait rire, car la retirer avait toujours semblé, les jours où il y pensait, quelque chose qu'il n'était pas tout à fait prêt à faire. Il éteignit la lumière de la cuisine et se dirigea vers l'escalier. Le coup retentit juste au moment où il atteignait la dernière marche. Ce n'était pas un coup fort, ni frénétique, ni autoritaire. C'était le coup de quelqu'un qui avait hésité un instant avant de se décider. La manière de frapper quand on n'est pas sûr d'en avoir le droit. Il s'arrêta, une main sur la rampe. Dehors, la neige tombait plus fort. Il l'entendait maintenant, ce fin sifflement contre la vitre. Le silence particulier qu'une forte chute de neige imposait à un quartier, étouffant les distances, rendant le monde plus petit qu'il ne l'était déjà. Il n'avait aucune raison particulière de ressentir quoi que ce soit à propos d'un coup à la porte. Les gens frappaient. Il alla ouvrir. La femme sur le porche se tenait avec l'immobilité concentrée de quelqu'un qui lutte contre le vertige. Elle portait un manteau de laine sombre, de bonne qualité, inadapté à ce temps, et ses chaussures étaient trempées. De la neige s'était posée sur ses épaules et dans ses cheveux, plus sombre qu'il ne se souvenait, plus long. Son visage était pâle au-delà du froid, une pâleur venue de l'intérieur. Elle était très enceinte. Il enregistra tout cela en 1 seconde. La façon dont on enregistre quelque chose quand le cerveau court déjà devant. Puis elle leva les yeux et son regard rencontra le sien et quelque chose dans sa poitrine tomba de plusieurs centimètres. Ethan, dit-elle, pas comme la plupart des gens disaient son nom, pas platement. Pas avec la légère montée interrogative de quelqu'un qui n'est pas sûr d'avoir la bonne adresse. Elle le dit comme sa mère le disait quand il avait 12 ans, comme ses plus vieux amis le disaient avant qu'il n'ait plus de vieux amis. Étiré à l'avant, doux à l'arrière, comme un mot qu'elle avait gardé quelque part et qu'elle rendait maintenant avec grand soin. Il ne dit rien. Il ne put, pendant un instant, faire fonctionner sa bouche utilement. Je ne savais pas où aller ailleurs, dit-elle. Sa voix était stable, ce qui lui coûtait visiblement quelque chose. Il avait vu Claire Bennett pour la dernière fois à 19 ans. Elle se tenait sur le parking de la gare routière de Havreville, une ville qui existait surtout comme un endroit que l'on quittait, et elle portait une veste verte en tenant un sac qui semblait contenir tout ce qui comptait pour elle. Elle n'avait pas pleuré, lui non plus. Ils étaient restés jusqu'à l'arrivée du bus, puis elle avait marché vers lui, et elle avait disparu. Et 15 ans avaient passé. « Entre, dit-il. » Elle avança, il recula, elle atteignit le paillasson de l'entrée avant que ses jambes ne cèdent. Il la rattrapa par le coude, sans grâce mais efficacement, et la conduisit jusqu'au canapé du salon avant qu'elle ne glisse davantage. Elle s'assit lourdement, les 2 mains pressées sur ses genoux, la tête baissée. « Ça va, dit-elle, ce qui était manifestement faux. Reste là. » Il alla à la cuisine,
remplit un verre d'eau, trouva une couverture dans le placard du couloir. Quand il revint, elle était toujours dans la même position, fixant le milieu de la pièce, son manteau mouillé encore sur elle. Il posa l'eau sur la table basse et drapa la couverture sur ses épaules sans demander. Du haut de l'escalier, la voix de Lily. « Papa, qui est à la porte ?»« Une amie, » répondit-il. « Retourne dans ta chambre quelques minutes. »« D'accord, je monterai. » Une pause. Lily avait 7 ans, ce qui signifiait qu'elle calculait déjà. « Elle va bien. Elle va s'en sortir. Vas-y. » Des pas qui s'éloignent. Le bruit d'une porte qui se ferme, mais pas complètement. Il pouvait l'imaginer. Entrebâillé d'un pouce. Son œil dans l'ouverture. Claire avait retiré son manteau. Elle portait un pull gris en dessous et le renflement de sa grossesse était maintenant pleinement visible, rond et insistant. Elle était quelque part dans son 3e trimestre, pensa-t-il. Sans formation médicale, il se souvenait seulement de l'apparence de Marie à 8 mois. « Comment m'as-tu trouvé ?» demanda-t-il. « Ça a pris du temps, dit-elle. Archives publiques. Immatriculation du garage. » Elle leva les yeux vers lui. « Tu ne m'as pas facilité la tâche. »« Non, » admit-il. Elle prit le verre d'eau et en but la moitié. Ses mains, remarqua-t-il, étaient stables. Quoi qu'il n'allait pas chez le reste d'elle, ses mains étaient stables. Ils avaient grandi à 3 maisons d'écart sur la même rue à Avreville, une ville au milieu plat de l'État où le plus gros employeur était une usine de transformation de grains, et le lycée n'avait qu'un gymnase et un conseiller d'orientation qui entraînait aussi l'équipe junior de soccer. Le père de Claire était comptable, le genre qui restait à chaque saison des impôts et rentrait avec un air patient et préoccupé que sa famille avait appris à ne pas déranger. Le père d'Ethan était, pour la majeure partie de leur enfance, présent dans aucun sens pratique. Ils étaient devenus amis comme les enfants des petits quartiers deviennent amis, par proximité, par ennui, par le simple fait d'avoir le même âge et de vivre sur le même bloc pendant 10 ans sans raison particulière d'être autrement. Ils avaient fait du vélo dans les mêmes rues, mangé à la même table, étudié pour les examens à la table de cuisine de Claire parce que c'était plus calme que chez lui, et sa mère faisait de bons sandwichs et ne posait jamais de questions sur pourquoi il était toujours là. L'été entre la 9e et la 10e année, un garçon d'une classe supérieure avait dit quelque chose à Claire sur le parking après l'école. Ethan n'avait pas entendu quoi, mais il avait vu le visage de Claire et l'expression particulière qu'il y reconnut, celle de quelqu'un qui absorbe quelque chose qu'il ne montrera pas. Il s'était approché sans plan et s'était placé à côté d'elle. Le garçon avait regardé Ethan puis avait détourné les yeux. Et cela avait été la fin. Ils étaient rentrés sans en parler. Ils ne parlaient presque jamais des choses. Ils se dirigeaient simplement l'un vers l'autre comme des objets sous une gravité partagée. Elle avait été la personne la plus intelligente qu'il connaissait. Pas de manière agressive, pas de façon à faire sentir les autres plus petits, simplement vraiment, tranquillement intelligente, avec une mémoire qui retenait les choses et une manière de penser qui fonctionnait sur plusieurs niveaux en même temps. Elle avait voulu étudier à New York. Elle avait voulu faire quelque chose avec les ordinateurs, les systèmes, l'architecture de la façon dont l'information circule, est gardée et protégée. Il avait cru à l'époque qu'elle le ferait exactement. Il l'avait cru comme on croit des choses sur les gens que l'on connaît bien, sans effort, sans doute, comme on croit que le soleil se lèvera. Il était resté parce qu'il n'y avait personne d'autre. La santé de sa mère déclinait depuis 2 ans, lentement puis vite, et il ne pouvait pas partir. Il l'avait dit clairement à Claire et elle l'avait accepté clairement et ils n'avaient pas discuté parce qu'ils n'étaient pas le genre d'amis qui discutent. Ils étaient le genre qui comprenaient sans qu'il soit besoin d'expliquer. Ils avaient écrit un temps. Des lettres puis des courriels. Il était meilleur en lettres. Elle était meilleure en courriels. Puis il avait rencontré Marie à un barbecue chez un ami. Elle était là pour des raisons que personne ne semblait bien comprendre, ce qui avait semblé à Ethan à l'époque un signe prometteur. Et puis il avait épousé Marie, et la correspondance s'était faite rare, puis avait cessé complètement. Pas dramatiquement, juste progressivement. Comme les choses qui ne sont pas entretenues deviennent autre chose, quelque chose que l'on range, quelque chose à quoi l'on pense revenir et que l'on ne fait pas. Maintenant elle était sur son canapé, enceinte de 8 mois, elle était arrivée dans une tempête de neige avec des chaussures trempées et un manteau valant plus que son paiement hypothécaire mensuel, et il lui tendait un verre d'eau et une couverture en essayant de retrouver la version de lui-même qui savait faire cela. « Dis-moi ce qui s'est passé, » dit-il. Il s'assit dans le fauteuil en face d'elle, lui laissant l'espace de la table basse entre eux. Elle le regarda un moment, évaluant quelque chose, pensa-t-il. Puis elle dit. « Je dirige une entreprise. » Dirigeait. Je ne sais pas quel temps utiliser maintenant. Quel genre d'entreprise? Infrastructure logicielle. Nous construisons des systèmes que d'autres entreprises utilisent pour gérer des données sensibles, des contrats, des dossiers de conformité. Tu n'en as probablement jamais entendu parler. Non,
dit-il, ce qui n'était pas entièrement vrai, mais assez proche. Je l'ai fondé il y a 7 ans avec 2 autres personnes. Je détiens 51%. Détenez. Elle pressa brièvement ses doigts contre ses yeux. Les autres fondateurs ont été rachetés il y a 8 mois, ce qui aurait dû être bien, ce qui aurait dû me laisser pleinement en contrôle. Sa voix était précise, prudente. La voix de quelqu'un habitué à présenter en salle de réunion, mais apparemment il y avait une clause dans l'accord de rachat que je n'avais pas comprise à l'époque ou que j'avais comprise incorrectement. Et mon directeur financier. Elle s'arrêta. Ton directeur financier, Richard Pell, est là depuis 4 ans. Je lui faisais confiance. Elle dit cela sans amertume, ce qui était une déclaration en soi. Il construit un dossier depuis 18 mois pour contester ma position. La clause donne au conseil la possibilité de retirer le PDG fondateur. Si les 2 tiers sont d'accord, il y a conflit d'intérêts. Quel est le conflit d'intérêts? Elle le regarda avec une expression qui fut un instant brute. Ma grossesse. Il laissa cela reposer un instant. Ils soutiennent que tu ne peux pas diriger l'entreprise parce que tu es enceinte. Ils soutiennent que mon jugement a été altéré. Que les décisions que j'ai prises au cours des 2 derniers trimestres reflètent une préoccupation personnelle plutôt qu'une pensée stratégique. Que j'ai été. Elle s'arrêta sur le mot comme si elle le soulevait pour l'examiner. Distraite. Elle était tue. J'étais enceinte, dit-elle. Seule, gérant une entreprise qui connaissait une forte pression de croissance. Certaines de mes décisions au 2e trimestre étaient conservatrices. Je l'admets. Mais conservateur n'est pas altéré. Elle regarda le verre d'eau. Richard prépare cela depuis 1 an. Il a tissé des relations que je ne connaissais pas. Il a de la documentation qui reformule des décisions que j'ai prises en toute bonne foi. Dehors, la neige s'était épaissie. Et on l'entendait contre les fenêtres. Il envoyait la pression dans la qualité changée de la lumière. Pourquoi venir ici? Demanda-t-il. Pourquoi pas ton avocat? Le bureau de mon avocat a été cambriolé il y a 3 jours, dit-elle doucement. Dossier copié. Mon courriel personnel a été compromis 2 semaines avant. Je ne sais pas combien de mes communications numériques ont été consultées. J'avais besoin d'un endroit hors ligne, quelque part où ils ne penseraient pas à chercher. Et c'est toi. Tu as toujours été la personne la plus prudente que je connaissais, dit-elle. Et tu es la seule personne qui me reste en qui je fais entièrement confiance. Il la laissa dormir dans la chambre d'amis, qui avait un lit, une lampe et une fenêtre donnant sur le jardin arrière. Il s'en était surtout servi comme débarras depuis la mort de Marie. Il lui fallut 20 minutes pour dégager assez d'espace pour qu'elle puisse bouger. Elle ne protesta pas et n'aida pas. Elle s'assit sur le bord du lit dégagé et le regarda travailler avec l'expression légèrement vitreuse de quelqu'un qui fonctionne au-delà de ses limites depuis un moment. Il apporta des couvertures supplémentaires et un verre d'eau et la laissa. Lily était encore réveillée. Elle était assise dans son lit avec un livre ouvert sur les genoux et les yeux sur la porte, ce qui confirmait tout ce qu'il avait soupçonné sur l'entrebâillement d'un pouce. Elle s'appelle Claire, dit-il avant que Lily ne puisse demander. C'est une vieille amie. Elle avait besoin d'un endroit où passer la nuit. Elle va avoir un bébé, dit Lily. Oui. Où est le papa? Je ne sais pas, dit-il honnêtement. Lily réfléchit. Elle avait les yeux de Marie, gris foncé, perspicace au-delà de ce qui est confortable chez un enfant, et l'habitude qu'avait aussi Marie d'être très immobile quand elle réfléchissait intensément à quelque chose. Elle est triste? Demanda Lily. Je pense qu'elle est fatiguée, répondit Ethan. Dors un peu. Le matin, Claire était levée avant eux 2. Il la trouva dans la cuisine, debout au comptoir avec une tasse de tisane qu'elle avait préparée avec des sachets trouvés au fond du placard, reste d'une période où Marie était convaincue que la camomille l'aiderait à mieux dormir, ce qui n'avait pas particulièrement marché, mais qu'Ethan n'avait jamais jeté. Claire avait les mains autour de la tasse et regardait par la fenêtre le jardin, la pelouse couverte de neige et le chêne aux branches nues au coin le plus éloigné. Elle avait changé pour des vêtements de son petit sac, pantalon sombre, pull ample couleur crème qui bougeait avec l'accommodation discrète d'une fin de grossesse. Elle ressemblait plus à elle-même, plus du moins à la version d'elle-même qu'elle était devenue, qu'il mesurait encore par rapport à celle qu'il avait gardée. Il y a du café, dit-elle, bien qu'elle ne l'ait pas fait. Elle le dit comme on dit quelque chose quand il faut dire quelque chose. Quand le poids d'un matin a besoin d'un premier mot avant de devenir ordinaire. Je sais où il est, répondit-il. Il fit du café. Elle s'assit à la table de cuisine. Il posa une assiette de toast sur la table sans demander si elle en voulait. Elle était enceinte de 8 mois et n'avait mangé que le verre d'eau la veille au soir, et elle prit une tranche sans commentaire. C'est ainsi qu'ils reprirent le cours. Pas par conversation, pas par décision formelle de partager l'espace, mais par la simple physique de 2 personnes dans une petite cuisine le matin, qui s'étaient autrefois assez bien connues pour ne pas avoir besoin de beaucoup de cérémonial.
Lily descendit 20 minutes plus tard en pyjama, celui avec les petites fusées, qu'elle portait en rotation depuis octobre, ses cheveux spectaculaires de sommeil, dressés selon un angle défiant toute catégorisation. Elle s'arrêta dans l'embrasure de la cuisine et regarda Claire avec une évaluation ouverte qu'Ethan avait renoncé à modérer, ayant appris au fil des ans qu'il était plus productif de laisser Lily arriver à ses conclusions que de gérer le processus. « Bonjour, dit Claire. »« Bonjour, dit Lily. »« Est-ce que le bébé donne des coups parfois ? »« Ça fait quoi ? » ?»« Comme si quelqu'un essayait de faire passer un message, dit Claire. De l'intérieur. Lily trouva cela satisfaisant d'une manière qu'Ethan ne pouvait pas tout à fait lire. Elle grimpa sur la chaise en face de Claire avec l'efficacité concentrée qu'elle apportait aux petites tâches, se servit une tranche de toast sans demander, et en 10 minutes elle parlait de l'institutrice de Lily en 2e année, de l'injustice spécifique des feuilles d'exercice de multiplication et de savoir si une montgolfière pouvait atteindre l'espace si on la faisait assez grande et qu'on la remplissait de quelque chose de plus flottant que l'air chaud. Claire engageait ses questions avec un intérêt sincère, posant des questions de suivi, considérant le raisonnement de Lily avec un sérieux que Lily reconnaissait clairement et auquel elle répondait. Claire avait cette même qualité. Elle avait toujours eu la capacité d'être pleinement présente dans une conversation, de faire sentir à la personne en face qu'elle disait la chose la plus intéressante à considérer. Il les observait du comptoir, buvait son café, disait presque rien et se rappelait d'une manière qu'il n'accueillait pas entièrement à quel point une cuisine sonnait quand elle était pleine. 4 jours plus tard, il trouva la voiture. Il ne la cherchait pas spécifiquement. Il sortait le recyclage à 6h30 du matin. Le ciel encore gris d'avant l'aube quand il remarqua la berline bleu foncé garée 2 maisons plus bas de l'autre côté de la rue. Elle était là la veille au soir quand il était rentré du garage. Il n'y avait pas pensé alors. Il y pensa maintenant. La rue était résidentielle. La plupart de ses voisins étaient des couples retraités et de jeunes familles. Il connaissait la plupart de leurs voitures. Celle-ci n'en faisait pas partie. Il ne la regarda pas directement. Il rentra, nota la plaque dans un message pour lui-même, puis partit au travail par le portail arrière, ce qu'il ne faisait pas habituellement. Au garage, entre un travail de frein et une vidange, il fit passer la plaque dans un service qu'il n'avait pas utilisé depuis 4 ans et reçut un résultat qui confirma ce qu'il soupçonnait déjà. L'immatriculation remontait à une société écran sans présence réelle évidente. Ce soir-là, après que Lily fut couchée, il le dit à Claire. Elle le reçut sans surprise, ce qui lui indiqua qu'elle savait déjà qu'elle pourrait être suivie, l'avait accepté comme partie de la situation, mais ne l'avait pas dit parce que le lui dire aurait pu l'amener à lui demander de partir. « Je devrais m'en aller, dit-elle. Ce n'est pas ton problème. Où irais-tu ? » Elle ne répondit pas. « Reste, dit-il. Je vais m'en occuper. » Le lendemain matin avant l'aube, il approcha la berline par le nord avec une lampe torche basse et un équipement qu'il avait assemblé à partir de composants qu'il gardait encore dans une boîte au fond du garage, de la vie d'avant le garage. Il vérifia le dessous, les passages de roues, le boîtier d'échappement. Dans le passage de roue arrière côté passager, il trouva un traceur GPS magnétique. Petit, noir, ressemblant à un porte-clés de rechange. Si on ne savait pas quoi chercher, il ne le retira pas immédiatement. Il le photographia, mesura sa position et remit tout comme il l'avait trouvé. Puis il rentra à pied dans le froid d'avant l'aube et resta un moment dans sa cuisine à réfléchir. Il alla à la penderie de sa chambre et ouvrit une boîte qu'il n'avait pas ouverte depuis 3 ans. Dedans, 2 disques durs, un ordinateur portable encore dans son étui d'origine, un routeur portable et un ensemble d'outils qui n'avaient rien à voir avec les moteurs. Il avait passé 6 ans à travailler en sécurité des réseaux, pas seulement le genre défensif, il y était bon. Il était parti pour des raisons qu'il s'était dites familiales et qui avaient surtout été l'épuisement. Mais les compétences n'étaient pas parties avec les raisons. Il démarra l'ordinateur et se mit au travail. Cela lui prit 11 jours. Par morceaux, 1 heure le matin avant le réveil de Lily, 2 ou 3 heures après qu'elle fût couchée, une pause déjeuner au garage où il s'asseyait dans le bureau du fond avec l'ordinateur ouvert et un sandwich refroidissant à côté. Il ne dit pas tout à Claire de ce qu'il faisait. Il lui en dit assez, qu'il construisait un tableau, qu'elle devait continuer à agir comme si elle séjournait simplement chez un ami, qu'elle ne devait contacter personne de Cretline depuis son téléphone ou son ordinateur. Elle obéit. Ce n'était pas, il le voyait, facile pour elle. Elle était une personne habituée à agir, à faire avancer les événements par la force de la décision. Attendre n'était pas dans son registre naturel, mais elle obéit et remplit les heures d'attente d'autres choses. Elle aidait Lily avec les devoirs, lisait ses propres documents à la table de cuisine et faisait de courtes promenades dans le quartier quand le temps le permettait, toujours en vue de la maison. Il le remarquait et ne commentait pas. Ce qu'il trouva pièce par pièce était ceci. Richard Pell n'avait pas agi seul.
Il avait le soutien de 3 membres du conseil recrutés sur 18 mois par une combinaison de griefs fabriqués et d'incitatifs financiers soigneusement structurés. Des incitatifs qui vivaient dans la documentation sous forme d'accords de consultation avec une filiale si éloignée des opérations principales de Kretlin que personne n'avait pensé à regarder. La documentation assemblée contre Claire, le dossier pour son retrait, était réel dans le sens où les documents existaient, mais le cadrage était dans chaque cas interprétatif. Il n'y avait pas de fraude, pas de malversation, pas de violation réelle d'un accord qu'elle avait signé. Il y avait seulement une manière particulière de lire une série de décisions qui pouvaient aussi être lues tout autrement, et que tout analyste compétent examinant le contexte complet du marché lirait autrement. Ce sur quoi Pell pariait était que Claire ne se battrait pas, que la combinaison de la grossesse, de l'isolement, de la pression légale, des communications compromises et de la simple fatigue de tout gérer en même temps la ferait plier, signer un document de transition, accepter un règlement, s'éloigner de l'entreprise qu'elle avait bâtie de rien en quelque chose qui employait maintenant 240 personnes dans 3 villes. Etan avait vu ce genre de calcul auparavant, pas dans la politique des conseils d'administration, mais dans la logique structurelle, la façon dont une campagne de pression est construite quand on ne peut pas gagner directement. Et donc on vise le seuil en dessous duquel quelqu'un arrête de se battre. C'était une technique, comme la plupart des techniques, elle avait des vulnérabilités spécifiques. Il trouva aussi autre chose. Le bureau de l'avocat qui avait été cambriolé, les dossiers copiés incluaient, entre autres, les documents originaux de constitution de Kretlin. Dans ces documents se trouvait le texte réel de la clause que Pell invoquait. Et le texte réel était plus limité que ce que Pell avait représenté au Conseil. Considérablement plus limité, exigeant non seulement une constatation de conflit d'intérêts, mais un ensemble spécifique d'étapes procédurales qui n'avaient pas été suivies et qui ne pouvaient maintenant être suivies rétroactivement sans reprendre tout le processus à un point qui exposerait tout ce que Pell avait fait. Il imprima tout et le mit dans un dossier qu'il laissa sur la table de cuisine un matin avant que Claire ne descende. Il fit du café. Il alla travailler. Elle resta 2 heures à lire. Il alla travailler. Quand il rentra, elle était encore à la table. Elle avait fait des notes dans les marges d'une écriture si petite et précise qu'elle ressemblait à un alphabet différent. Il se trompe sur la clause, dit-elle. Ou il a menti au conseil à ce sujet. Oui. Et tu as trouvé ça? Elle s'arrêta. Comment exactement as-tu trouvé ça? De la même façon que je trouve les choses, dit-il prudemment. Elle le regarda. Il eut le sentiment qu'elle rejouait quelque chose, qu'elle le réassemblait à partir de données différentes de celles qu'elle avait auparavant. Tu n'as jamais été seulement mécanicien, dit-elle. Je suis un très bon mécanicien, répondit-il. Elle faillit sourire. C'était la première fois en 11 jours qu'il voyait quelque chose d'approchant, et il fut surpris de voir à quel point il l'avait attendu. 12 jours après l'arrivée de Claire, un homme vint au garage à 16 heures. Il n'était pas là pour une voiture. Etan était sous une Chevy Silverado quand il entendit la porte. Il glissa dehors et vit un grand homme en manteau sombre, ni tout à fait sur mesure ni tout à fait prêt à porter, debout à l'entrée de la baie. Il avait l'air composé de quelqu'un habitué à produire des effets chez les autres. « Monsieur Cartier, dit-il. » Etan se leva. Il avait une clé à molette en main, qu'il ne posa pas. « L'atelier est fermé pour la journée. Je ne suis pas là pour une voiture. » L'homme produisit une carte et l'attendit. Etan ne la prit pas. « Je m'appelle Darren Solès. Je suis avocat représentant plusieurs membres du conseil d'administration de Kretlin Technologies. Nous avons des raisons de croire que Claire Bennett pourrait être en contact avec vous. » Vraiment, dit Etan. Nous ne sommes pas là pour causer des problèmes. Mademoiselle Bennett gère une situation compliquée. Il y a des préoccupations sur son bien-être, sur le stress qu'elle subit. Nous voudrions simplement établir le contact, nous assurer qu'elle a accès aux ressources dont elle a besoin. Etan le regarda un moment. Vous avez roulé 4 heures depuis Denver pour vérifier le bien-être de quelqu'un. L'entreprise a une responsabilité. L'entreprise essaie de la retirer comme PDG alors qu'elle est enceinte de 8 mois. Etan dit cela calmement. Sur la base d'une clause dans les documents de constitution qui ne soutient pas réellement l'action qu'ils prennent. J'ai lu les documents. Quelque chose changea dans l'expression de Solès. Pas beaucoup, juste assez. Je pense que vous devriez partir, dit Etan. Et je pense que vous devriez dire à celui qui vous envoie que mademoiselle Bennett connaît le texte complet de la clause pertinente. Et qu'elle a retenu un avocat. Il avait déjà aidé Claire à se connecter par un canal séparé à un avocat dans une autre ville, un qui n'avait pas été compromis. Solès le regarda une seconde de plus que nécessaire. Puis il partit. Etan glissa sous la Silverado et termina le travail. Lily avait, au cours des 2 semaines précédentes, abouti à une série de conclusions qu'elle n'avait pas partagées avec Etan, mais qui étaient néanmoins visibles pour quiconque prêtait une attention rapprochée et savait quoi chercher.
Elle avait conclu que Claire était importante, pas de la manière abstraite dont les adultes décrivent parfois d'autres adultes comme importants comme un président ou un pompier, mais d'une manière qui se rapportait spécifiquement à Ethan, à la maison, à l'atmosphère particulière qui s'était installée sur la cuisine le matin et le salon les longues soirées. Il était toujours plus silencieux que la plupart des pères. Lily le savait, elle était allée chez assez d'amis pour avoir un point de comparaison solide, mais il y avait un genre de silence qui était vide. Elle n'avait pas eu de mots pour cela quand elle était plus jeune. Mais elle le reconnaissait maintenant, en regardant en arrière, comme le silence des années juste après la mort de sa mère, et un genre qui était plein, comme un pot plein de quelque chose même quand on ne le voit pas à travers le verre. C'était le deuxième genre. Elle avait aussi conclu que Claire avait peur de quelque chose, bien que Claire ne le dise jamais et excellait à ne pas le montrer. Lily était bonne pour lire les gens. Son enseignante, Madame Andrade, avait écrit dans son dernier bulletin que Lily démontrait une perception sociale exceptionnelle. Ce qu'Ethan avait expliqué signifiait qu'elle était bonne pour comprendre ce que les gens ressentaient, ce que Lily savait déjà. Elle voyait dans la position des épaules de Claire, dans la façon dont Claire s'orientait toujours légèrement vers la fenêtre quand elle était à la table de cuisine comme si elle gardait une oreille sur le monde extérieur, que quelque chose restait non résolu. Quelque chose venait ou pourrait venir et Claire le guettait avec la patience exercée de quelqu'un qui a appris à guetter les choses. Lily trouvait cela inquiétant d'une manière particulière. Elle ne s'inquiétait pas souvent de son père parce qu'il semblait, dans son expérience, constitutionnellement imperméable à la plupart des choses, mais elle avait commencé à craindre que Claire parte avant que ce qui venait soit réglé, et qu'Ethan retourne au genre de silence qu'il avait avant. Un soir, Claire aidait Lily avec une feuille d'exercice de maths, multiplication, que Lily trouvait ennuyeuse en proportion directe de la facilité avec laquelle elle pouvait le faire. Quand Lily posa son crayon et dit « Tu vas partir ?» Claire la regarda avec l'attention complète qu'elle apportait à toutes les questions de Lily, ce que Lily appréciait. Certains adultes vous donnaient la moitié de leur attention quand vous posiez quelque chose d'important, comme s'ils décidaient en temps réel si la question méritait une vraie réponse. Éventuellement oui. Je ne peux pas rester pour toujours. Mais pas encore. Pas encore. Lily reprit son crayon. Mon papa ne ramène pas de gens à la maison, dit-elle avec le ton factuel qu'elle utilisait pour relayer des informations qu'elle avait déjà classées, archivées et jugées pertinentes. Jamais. Il a eu un ami du garage une fois pour Thanksgiving, et il était bizarre tout le temps. Bizarre comment? Comme s'il ne savait pas quoi faire avec quelqu'un dans la maison. Il se levait et s'asseyait tout le temps. Il a nettoyé la cuisine 2 fois. Elle s'arrêta. Il n'est pas bizarre avec toi. Claire resta silencieuse un moment. Dehors, l'obscurité hivernale s'était installée tôt et la lumière de la cuisine faisait de la fenêtre un miroir. Nous nous connaissons depuis longtemps, dit-elle. Depuis avant ta naissance. Tu l'aimais quand tu étais enfant? Oui, dit Claire sans hésitation. Il t'aimait? Je pense que oui. Lily hocha la tête, apparemment satisfaite. D'accord, dit-elle et retourna à sa feuille avec l'efficacité concentrée de quelqu'un qui a rassemblé les données qu'elle était venue chercher. Claire remarqua étant depuis le couloir. Il était resté debout dehors l'embrasure de la cuisine, pas délibérément en train d'écouter, mais pas tout à fait non plus, et avait dû détourner le regard un moment vers la fenêtre et l'obscurité au-delà avant qu'elle ne puisse retourner aider au mat. Elle regarda brièvement son propre reflet avec une expression qu'il n'essaya pas de nommer. Il retourna au salon et n'en parla pas. 22 jours après qu'elle eut frappé à sa porte, Claire entra dans une salle de conférence à Denver et s'assit en face de 3 membres du conseil de Caitlin et de Richard Pell. Elle avait choisi la salle de conférence terrain neutre, un cabinet d'avocats non affilié à Caitlin, et elle avait choisi la date et l'heure. Ce n'était pas de grandes concessions, mais c'était des signaux, et les signaux étaient la moitié du jeu. Ethan n'était pas dans la salle. Il était dans un café de l'autre côté de la rue avec son ordinateur portable, accessible par texto, comme Claire le lui avait demandé. Elle avait, avant cette réunion, envoyé à chaque membre du conseil un paquet. Le paquet contenait le texte original de la clause de constitution, une analyse légale de ce qu'elle permettait et ne permettait pas, et un compte-rendu chronologique de ses décisions pendant les trimestres contestés. Chacun a noté avec les conditions du marché, les données disponibles et le raisonnement stratégique au moment où elles avaient été prises. L'annotation était précise. Elle avait passé 4 jours à l'écrire. Elle avait aussi inclus à la fin du paquet un seul document, un relevé de communication entre Richard Pell et les 3 membres du conseil alignés qu'Ethan avait récupéré d'un serveur qui avait jusqu'à récemment été considéré comme effacé. La réunion dura 40 minutes. Elle avait été prévue pour 90. Pell parla les 10 premières minutes avec l'élan confiant de quelqu'un qui croit que la salle est arrangée en sa faveur. Puis l'avocat représentant Claire posa les communications récupérées sur la table, imprimées,
marqués par page et organisés par date. L'élan de Pell s'arrêta. Il regarda les documents puis regarda Claire. Et Claire lui rendit son regard sans expression. Les membres du conseil restèrent silencieux longtemps. L'un d'eux, Margaret Chen, qui avait rejoint le conseil 18 mois plus tôt et en qui Claire n'avait jamais entièrement fait confiance, dit « D'où viennent ces documents? Est-ce que cela change ce qu'ils disent ?» demanda Claire. Ils ne votèrent pas ce jour-là. La réunion se termina sans résolution, mais Pell partit le premier, et il partit vite, ce qui n'était pas la façon dont un homme quitte une salle qu'il contrôle. Claire envoya un texto à Ethan quand elle fut dans l'ascenseur. « Terminé. Traverse quand tu veux. » Il était déjà à l'entrée du bâtiment quand elle passa par la porte du hall. Elle s'arrêta en le voyant. Elle ne s'était pas attendue à ce qu'il ait bougé. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-il. « Je ne sais pas encore, dit-elle. Mais autrement qu'il l'avait prévu. » Elle marcha jusqu'à la voiture, son camion emprunté pour la journée, sans parler. Et il marcha à côté d'elle dans le froid. Le ciel au-dessus de Denver était blanc d'hiver. Les montagnes invisibles derrière les nuages. Il conduisit et elle s'assit les mains sur les genoux et les yeux sur la route. Et quelque part vers le milieu du trajet de retour, elle dit « Merci. Tu as fait le travail, dit-il. Il ne fit pas un événement de cela. Tu as construit l'échafaudage, dit-elle. Elle ne discuta pas. C'était vrai. La décision formelle du conseil arriva 7 jours plus tard. Richard Pell fut mis en congé administratif en attendant une enquête sur les communications. La contestation de la position de Claire fut retirée. 2 des 3 membres du conseil alignés soumirent des lettres de démission dans les 48 heures. Le 3e demanda une réunion avec Claire, qu'elle accorda et qui dura 2 heures et dont elle ne dit pas grand-chose à Ethan sauf que cela avait été utile. Elle réserva un vol de retour pour New York le jeudi suivant. Elle le dit à Ethan le mardi, debout dans la cuisine pendant qu'il préparait le dîner et que Lily mettait la table avec le sérieux concentré qu'elle apportait aux tâches sur lesquelles elle avait reçu autorité. « Jeudi, dit-il. Je dois rentrer. L'entreprise a besoin. » Elle s'arrêta. « Je dois rentrer. » Il hocha la tête. Il trouva les maniques et retira la poêle du feu. Elle le regarda un moment. « Ethan, je ne sais pas comment. » Elle s'arrêta encore. « Tu n'as pas à le faire, dit-il. » Elle resta silencieuse. « Ce n'est pas assez, dit-elle après un moment. Ce n'est pas une réponse suffisante. »« D'accord, dit-il. Alors en voici une plus longue. » Il se tourna face à elle. « Tu es venu ici parce que tu n'avais nulle part ailleurs où aller, c'est vrai. Mais tu es venu ici spécifiquement parce qu'une partie de toi savait que c'était quelque part. Cela signifie encore quelque chose. » Elle le regarda avec une expression qu'il n'avait pas vue d'elle depuis qu'ils étaient adolescents. « Ouverte. Pas encore décidée. Tu n'as pas à rester, dit-il. Tu n'as jamais eu à rester nulle part, mais tu as le droit de vouloir rester. Ce sont 2 choses différentes. » Lily les observait tous les 2 de l'autre côté de la table. Avec une patience qui suggérait qu'elle connaissait déjà la fin et attendait simplement que les adultes rattrapent. « J'y réfléchirai, dit Claire. » Le mercredi matin, il se réveilla pour la trouver partie. Pas partie de la manière dont il s'était à moitié préparé. Pas un vide, pas une chambre dépouillée. Son manteau était encore sur le crochet. Son sac était encore dans le coin de la chambre d'amis, mais elle n'était pas dans la maison. Il trouva le mot sur la table de cuisine, maintenu par sa tasse de café qu'elle avait sortie pour lui. L'écriture était la même, petite et précise. Les lettres qui ressemblaient à un alphabet différent. Je suis allé marcher. J'avais besoin de réfléchir sans être observé. Ne lis rien dedans. Le vol est toujours jeudi ou ne l'est pas. Je ne sais pas encore. Je prends des décisions seul depuis si longtemps que j'ai cessé de le remarquer. Tu es la première personne depuis des années qui est de mon côté sans avoir besoin de quelque chose en retour. Je ne sais pas quoi faire de cela. J'essaie de comprendre quoi faire de cela. Le café est programmé pour 6h30. Je sais que tu l'aimes avant d'être vraiment réveillé. Il le lut 2 fois. Il versa le café. Il resta à la fenêtre de la cuisine et regarda le jardin arrière où la neige de la dernière tempête commençait lentement à fondre aux marges où le soleil atteignait d'abord le matin. Le chêne au coin le plus éloigné avait l'air d'une chose qui attend, patiente et indifférente au froid. Il avait toujours aimé cet arbre sans trop savoir pourquoi. Il posa la lettre sur le comptoir. Il ne la replia pas. Elle revint le vendredi, pas de New York. Elle n'avait pas pris le vol de jeudi. Elle avait appelé la compagnie aérienne depuis le parking de l'hôtel puis était restée assise dans la voiture 20 minutes avant de démarrer. Elle avait conduit jusqu'à un hôtel en ville où elle était restée 2 nuits dans une chambre au 14e étage avec vue sur des montagnes qu'elle n'était pas sortie voir et elle avait passé des appels et des vidéoconférences et travaillé sur la structure de gestion de la transition de retour à son bureau. Elle avait regardé la chambre, la neutralité propre,
le minibar qu'elle n'avait pas ouvert, la télévision qu'elle n'avait pas allumée, et elle avait pensé à la table de cuisine de la rue du Ruisseau, et à la qualité particulière de la lumière là-bas le matin, inclinée et sans hâte, et à la façon dont Lily se parlait à elle-même à voix basse quand elle pensait que personne n'écoutait. Le vendredi matin, elle avait rendu la chambre et était revenue en voiture. Il ne dit rien quand elle frappa. Il ouvrit la porte et recula et elle entra et elle portait des vêtements différents de ceux avec lesquels elle était partie. Elle avait dû acheter certaines choses, dit-elle, dans une pharmacie et elle avait l'air très fatiguée et aussi, sous la fatigue, comme une personne qui était arrivée quelque part, pas quelque part où elle avait été auparavant, quelque part vers lequel elle se dirigeait depuis plus longtemps qu'elle ne s'en était rendue compte. « Je ne reste pas indéfiniment, » dit-elle avant qu'il ne puisse parler. « Je dois retourner. L'entreprise. » Elle s'arrêta. « J'ai des obligations. J'en suis conscient. D'accord. Mais je peux en faire une partie d'ici pour un temps. J'ai parlé au conseil. Je peux travailler à distance jusqu'au bébé. » Elle s'arrêta, posa une main à plat contre le mur brièvement. « J'ai été seule pendant toute cette grossesse. Je ne veux pas être seule pour la fin. Tu n'as pas à l'être. » Il dit, « Je sais. » Elle le regarda directement. « C'est pourquoi je suis revenu. » Lily apparut en haut de l'escalier en pyjama, ses cheveux une fois de plus formidables de sommeil. Elle regarda Claire avec la même évaluation ouverte que le premier matin. Calcula quelque chose qu'Étant ne pouvait pas lire. Et dit, « Tu restes un moment. » Claire dit oui. Lily hocha la tête. « D'accord, » dit-elle, et disparut en direction de sa chambre avec l'air satisfait de quelqu'un qui avait reçu une information conforme à ses attentes. Les semaines qui suivirent ne furent pas simples. Simple n'était pas la nature de tout cela. Claire gérait son entreprise depuis la chambre d'amis, qui avait maintenant été correctement aménagée. Un vrai bureau, un deuxième écran qu'Étant avait trouvé d'occasion, un routeur positionné pour le meilleur signal dans ce coin de la maison. Il l'entendait à travers le mur certains matins, sa voix précise et mesurée en réunion. La même voix qu'elle utilisait à la table de cuisine, mais comprimée et dirigée. Il essayait de ne pas écouter. Il échouait la plupart du temps. 3 semaines plus tard, un matin où la lumière entrait plate et brillante par les fenêtres de la cuisine et où la neige sur la pelouse arrière s'était retirée aux bords ombragés près de la clôture, Étant fit des œufs et Claire fit des toasts, et Lily s'assit à la table avec un livre qu'elle était théoriquement en train de lire tout en écoutant en réalité tout ce qui se disait autour d'elle, ce qui était surtout rien, les sons d'une cuisine le matin, les petites négociations sur qui avait besoin de plus de café et où la bonne spatule était passée. La fille de Claire naquit 11 jours plus tard, dans un hôpital à 30 minutes de la rue du Ruisseau. Étant les y conduisit à 3 heures du matin. Les os de Claire avaient crevé à 2h15, ce qu'il avait su parce qu'il ne dormait pas particulièrement bien et avait entendu le bruit de ses mouvements rapides dans la chambre d'amis. Il était habillé et en bas avec le sac quand elle sortit. Il avait arrangé 3 jours plus tôt avec sa voisine Doris, une bibliothécaire scolaire retraitée qui avait gardé Lily occasionnellement auparavant, de venir à toute heure si besoin. Doris arriva en 7 minutes portant un imperméable sur son pyjama et les salua d'un geste de quelqu'un qui avait fait des choses plus dures. Le dessin de Lily d'une fleur coloriée en rose et jaune avec une tige verte qui courbait à gauche était plié dans la poche du manteau de Claire parce que Lily avait insisté que c'était de la bonne chance et avait fait promettre 2 fois à Claire de le garder là tout le temps. Le travail fut long puis terminé. Et quand Étant fut autorisé à entrer, il resta dans le coin de la chambre et fut très silencieux comme il l'était quand les choses importaient. Claire était épuisée de la manière spécifique et complète de quelqu'un qui a accompli quelque chose d'énorme. L'infirmière plaça le bébé dans ses bras et Claire baissa les yeux sur sa fille et son visage fit quelque chose pourquoi Étant n'avait pas de mots. Il regarda la fenêtre à la place, l'obscurité d'avant l'aube au-delà, et lui donna l'intimité du moment. La fille avait les cheveux sombres de Claire. Ils la nommèrent Juin, qui avait été le nom de la grand-mère de Claire, et que Lily raccourcit immédiatement en Juinette et refusa ensuite d'utiliser autre chose. Ils ne parlèrent pas beaucoup de ce qui viendrait ensuite, pas pendant un temps. Il y avait assez de choses immédiates. Les opinions particulières de Juin sur le sommeil, l'ajustement de Lily à une plus petite part de l'attention disponible gérée avec une bonne grâce Mostly et quelques soupirs dramatiques, la réalité logistique d'une PDG dirigeant une entreprise technologique depuis une banlieue de Colorado Springs. Ces choses étaient compliquées de manières ordinaires, pas insurmontables, juste la gravité spécifique de la vie réelle, le poids qu'Étant avait depuis longtemps appris à porter sans en faire grand cas. Claire vola à New York 2 fois ce printemps pour des choses qu'elle ne pouvait pas faire à distance. Étant la conduisit à l'aéroport les 2 fois et la récupéra les 2 fois et ne lui dit pas qu'il s'était surpris à écouter ses premières nuits les sons dans la maison qui n'étaient pas là. La respiration de Juin par le moniteur. Les pas de Lily, le craquement particulier de la 3e marche dans l'escalier que Claire avait appris à enjamber.
Un soir d'avril quand Juin dormait dans le berceau du salon et que Lily était en haut et que la cuisine était silencieuse comme elle l'était à 20 heures les soirs de semaine, Claire dit « J'ai pensé à ouvrir un bureau à Denver pour l'entreprise. » Il dit « Évidemment pour l'entreprise. » Elle regardait sa tasse de café. À l'infrastructure au Colorado, il y a de vrais arguments pour cela et le marché des talents à Denver a changé significativement ces 3 dernières années. Il y a des raisons stratégiques légitimes. Bien sûr, dit-il. Je ne dis pas. Elle s'arrêta et regarda le milieu de la pièce un moment. Je ne réduis pas une décision d'affaires à une décision personnelle. Je veux que ce soit clair. Je n'ai pas dit que tu le faisais, dit-il. Je sais. Elle leva les yeux vers lui. Je voulais juste le dire à voix haute. Pour que ce soit clair. Il la regarda en retour. Il y eut un long moment de ceux qui n'ont pas besoin de mots, qui seraient en fait diminués par eux. Un moment qui disait tout ce qu'aucun d'eux n'avait dit dans les semaines depuis qu'elle était revenue, qui reconnaissait la forme de ce que c'était sans en faire quelque chose qu'il n'était peut-être pas encore prêt à être. Ah, les arguments sont réels, dit-il finalement. Pour le bureau de Denver. Ils le sont, dit-elle. Alors tu devrais probablement présenter le cas au conseil. Je devrais probablement, dit-elle. Elle prit son café. Il prit le sien. Dans la chambre au-dessus d'eux, Lily chantait la même mélodie sans forme, encore en morceaux, encore pas tout à fait résolue en quelque chose avec un début et une fin. Du berceau dans le coin du salon, Juin fit un petit son puis se tut. Ethan ne dit rien d'autre. Claire non plus. La lumière de la cuisine était chaude et la fenêtre était sombre. Et dehors les premières étoiles apparaissaient, faibles et sans hâte au-dessus de la ligne d'horizon plate de la banlieue. Le genre d'étoiles qu'on oublie être là jusqu'à ce que soudain on soit assez immobile pour les remarquer à nouveau. Jusqu'à ce que la vie autour de soi soit devenue assez calme et assez réelle pour qu'on regarde.